collaboration avec la 3, la Elbe Ciné et l'IEX présente la 5e édition de Silence en vif. Bonjour ou bonsoir à tous, nous avons franchi la moitié de ce festival international du film de Namur, mais les étudiants qui réalisent ce magazine sont toujours sur le pont. Enfin, quand je dis étudiants, je devrais plutôt dire étudiantes, tellement elles sont nombreuses autour de moi, et notamment sur ce plateau. Et la première, c'est Marie qui va tout de suite nous dévoiler le programme du jour. Bonjour à tous, on l'a dit, cette année, les femmes sont mises à l'honneur au FIF. Pauline Beugny, photojournaliste et ancienne étudiante de l'IEX, viendra nous parler de son film Restez vivant. Joanne Chemla, réalisatrice française, sera aussi sur notre plateau pour son film Si tu voyais son cœur. On reste avec les femmes, Roman et son équipe ont suivi Nawel Madani. Elle était parmi nous pour assurer la promotion de son film C'est tout pour moi. Une vraie journée de star pour la trentenaire bruxelloise. Enfin, vous souvenez-vous du cocktail dans cette arrivée près de chez vous? Aujourd'hui, spécialement pour l'émission Silence on FIF, François Nicolas vous confie la recette. Ouais, si on parle bien du cocktail du petit Grégory, je crains le pire, on verra ça en fin d'émission. Cette arrivée près de chez vous, justement, avait été tournée en partie dans les rues de Namur, mais la ville a servi de décor à bien d'autres films. Oui, à tel point qu'il y a même des visites guidées. Le bureau d'accueil des tournages en Wallonie fait découvrir les décors de films emblématiques. Au programme, une balade de 90 minutes, pleine de surprises dans les rues de Namur. Annabelle s'y est rendue pour nous. News! En fait, ici, devant l'église Saint-Loup, il y a un film qui a été tourné par Xavier Diskerst, qui est un réalisateur namurois, et qui a réalisé le film Jacques a vu. Agnès Gilbert fait découvrir aux jeunes les lieux de tournage les plus emblématiques de Namur. La visite commence devant l'église Saint-Loup, qui a accueilli en 2014 l'équipe du film de Jacques a vu. Tiens, Alexandre va bien dormir. Vous voyez la fiche technique du film, avec les acteurs qui y ont joué, et donc le synopsis. On continue par là ? Deuxième halte, le musée des arts décoratifs de Namur pour un film culte, Les Visiteurs 3, La Révolution. Le mur que vous avez derrière moi, c'est en fait une fausse cloison ici en bois. Et donc c'est une cloison qui a été montée à l'occasion du film Les Visiteurs. Et en 2015, vous voyez qu'elle est toujours là, en 2017, parce que les autres tournages ont recyclé d'ailleurs ce décor chaque fois. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on fait une visite avec les enfants, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas évidemment que c'est un faux mur. Et très souvent, je leur demande à l'un d'entre eux de venir appuyer sur le mur. Donc ils pensent qu'il ne va rien se passer. Mais en fait, voilà ce qui se passe. Donc ça s'ouvre et là, tout de suite, là, il y a un peu la magie du cinéma, ils sont tous émerveillés. C'est chouette, comme ça au moins notre ville est mise en valeur et tout ça. On a toujours l'impression que c'est tourné dans des pays qu'on ne connaît pas et se dire que c'est ici à Namur, c'est cool quoi. Chez nous, oui, c'est à côté quoi et on ne le remarque même pas. Faciliter et attirer les tournages représente une vraie volonté politique dont se charge l'ASBL CAP, le bureau d'accueil des tournages en Wallonie. Il y a un intérêt pour Namur d'accepter de faire venir ces tournages ici au niveau à la fois de la communication, du prestige de la ville, de la faire connaître, mais je pense également au niveau économique pour tout ce qui est nuitée, hébergement, catering, approvisionnement, etc. des équipes. C'est quelque chose qui peut être bon pour la ville et la région. On ressent une augmentation, surtout pour la Wallonie. On a beaucoup de demandes aussi pour Liège avec sa gare des Guillemins. Nous avons, des demandes aussi pour le Fort des Mines, par exemple, qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Namur. Nous avons de plus en plus de demandes, c'est sûr, de films en tout cas sur la Wallonie. Un engouement pour le sud du pays qui a des retombées plus que positives sur l'emploi au niveau local. En ce qui concerne les acteurs, je pense qu'il y a des accords avec les boîtes de production belges et il y a un quota d'acteurs belges à engager dans les films. C'est ce qui fait qu'on va retrouver par exemple Stéphanie Créancourt ou Christian Eck, d'ailleurs qui fait Marat dans Les Visiteurs. Les tournages s'enchaînent dans les ruelles namuroises. Le prochain en date débutera dans quelques jours, place Saint-Aubin. Peut-être une nouvelle étape à ajouter à la balade touristique. Oui, ce film sera un film flamand. Il cherche, paraît-il, encore 200 figurants à avis aux amateurs. Alors, on a parlé d'une forte présence féminine cette année au FIF et sur notre plateau. Ça se confirme, puisque notre première invitée est Pauline Beugny. Bonjour Pauline Beugny, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes venue à Namur présenter votre film Restez vivant. Alors, il paraît que vous êtes aussi une ancienne étudiante de l'IEX et même professeure à l'IEX. Oui, j'ai été prof invitée 3 ans de suite. Peut-être que vous connaissez Camille alors. Oui, c'était mon étudiante. Ah ben aujourd'hui, c'est elle qui va poser les questions. On inverse les rôles. Et oui.
Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Pauline Beugny a vécu 5 ans au Caire et a couvert la révolution égyptienne de A à Z. D'abord comme photojournaliste pour son reportage Génération Tahrir, ensuite comme réalisatrice pour son documentaire Rester vivant qui est présenté au FIF. Dans ce film, elle parle de la jeunesse révolutionnaire et de sa reconstruction 6 ans après le printemps arabe. Tout de suite, quelques images. يا عبيد قول الحق انت جميل ولا لا شوفي انا بلعب مع ابني بقول له هتفات الثوره ايه ده دي مشكله كبيره يعني دي حاجه انا مش عارفه دي حاجه تزعل ولا حاجه تفرح احنا كنا مؤمنين جدا باللي احنا بنعمله كنا مؤمنين جدا ان احنا نقدر نغير والله خلاص احنا عملنا كده مره فشلنا يعني دي Je trouve cet extrait extrêmement fort et il résume bien votre film. On voit cette femme qui vous raconte avec un sourire et en chantant combien une révolution peut rendre fou. Et une autre question qui est sous-jacente dans votre documentaire, c'est cette terrible question de « et si tout ça n'avait servi à rien ?» Il y a une certaine désillusion dans vos personnages. Je me demande, est-ce que vous partagez leurs sentiments ? Moi non, parce que je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais c'est sûr que oui, ils se demandent s'ils ont bien fait de faire tout ça, si ça a servi à quelque chose. Oui, c'est une des grosses questions du film. Après, je pense qu'il y a un mouvement indéniable qui est en marche, en cours, qui ne se joue pas au niveau politique, mais bien plus en profondeur dans la société. Et ça, je crois que ça se raconte aussi dans le film. Derrière la désillusion, il y a aussi cet incroyable mouvement qui va être difficile à arrêter. Oui, justement, donc ils sont en même temps, ils gardent cette énergie et ils s'accrochent à leurs idéaux, à leurs espoirs, alors qu'ils se retrouvent avec un régime qui est pire que le précédent. Et donc, comment ils se sentent aujourd'hui ? Ils surfent sur cette vague de changement, enfin, ils s'accrochent à ce changement ? Non, par contre, je pense que ça, c'est le regard que moi je pose sur eux. Je pense qu'ils ils sont plutôt dans une situation de dépression. Presque post-traumatique parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens. Donc la révolution, oui, c'est un incroyable héritage, mais c'est aussi un fardeau pour eux et il faut faire avec ça. Et là, on voyait Imen qui chante une chanson révolutionnaire à son fils, mais il y a aussi un moment dans le film où Soleifa confie qu'elle n'est pas sûre de vouloir en parler à son fils, qu'elle veut pas dire à son fils ce qu'ils ont fait. Elle veut pas qu'il soit au courant. Et quand je lui demande pourquoi, parce qu'elle a peur qu'il fasse la même chose et qu'elle veut pas qu'il sache, qu'ils prennent ça et qu'ils suivent ça. Donc oui, il y a ce mouvement, il est là, mais eux, ils l'admettent. Enfin, ils sont pas dans cette conscience. Dans cette conscience-là du mouvement en cours, j'ai l'impression. Ils sont trop, ils subissent la situation qui est quand même super violente là aujourd'hui en Égypte. Et vous, alors, est-ce que réaliser ce film, c'est un soutien pour eux ? Est-ce que vous continuez le combat avec eux, avec ce documentaire ? Oui, je crois que ce film, il est né d'une énorme frustration pour moi parce que j'ai dû quitter l'Égypte parce que la situation était vraiment trop dure, trop violente là-bas. Et aussi parce que j'étais enceinte, enfin voilà, pour des raisons personnelles. Mais du coup, cette frustration liée à ce retour m'a poussée à faire le film, mais aussi cette frustration qu'on parle plus d'eux. On parlait plus de ces jeunes alors qu'ils ont vraiment été les stars de nos JT en 2011. Et puis d'un coup, on avait oublié qu'il y avait en fait autre chose que Daesh dans le monde arabe et des jeunes qui continuent à essayer de se battre pour leur liberté et leurs idéaux. Donc voilà, oui, c'est une manière de continuer le combat. Une manière de continuer le combat 6 ans plus tard. Et voilà, vous ne les oubliez pas et vous les remettez en lumière. Eh bien, merci beaucoup pour ce film et pour cette interview. Merci à vous, Camille. Merci, Pauline Beugny. En tant qu'ancienne étudiante ou même prof à l'IEX, ça vous aurait plu de participer à un exercice comme celui-ci de cette émission ? Ah oui, tout à fait. Ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas à l'époque. Et voilà, ils mesurent peut-être leur chance de pouvoir participer à un magazine comme celui-ci. Merci encore, merci Camille. Merci. Je me tourne vers Marie, on va comme chaque jour faire un petit tour sur la Meuse avec peut-être un invité masculin enfin. Oui, Eric, on va prendre le large avec un homme. Zoé s'est baladée sur la Meuse aux côtés du réalisateur congolais Dieudo Amadi. Ensemble, ils ont abordé la thématique de son nouveau documentaire Maman Colonel, tourné au Congo. Bonjour Monsieur Amadi. Bonjour.
Vous avez déjà réalisé plusieurs documentaires. Ici, vous revenez au FIF avec un nouveau qui s'appelle Maman Colonel. Dans la première partie de votre film, on rencontre d'abord des femmes qui réclament justice. Ce sont des femmes qui se sont fait elles-mêmes violer. Est-ce que vous, quand vous avez tourné là-bas, est-ce que vous sentez qu'il y a encore une population qui se sent blessée et marquée vraiment par cette guerre des 6 jours? Étant de Kisangani, parce que je suis né et grandi même à Kisangani, et j'avais connu cette guerre, mais je l'avais oubliée aussi, un peu comme n'importe quel habitant de Kisangani, habitant du Congo. Cette guerre n'est pas tout à fait mentionnée, n'est pas même connue. L'État tend à la faire oublier? En tout cas, les gens l'ont oubliée. Et moi aussi, ça m'a un peu réveillé quand j'étais face à ces femmes. Et je me suis souvenu que c'était une guerre atroce qu'on avait tous vécue. Et ce qui était le plus choquant, c'est de constater, de voir que 15 ans plus tard, il y avait encore des victimes. Barwandais na Baugandais ndio walikuwa wanapikana hapa. Jua aseme nani atabakia hapo. Iko nguvu kuvisababu lakini watu hawabisemi. Dans la deuxième partie de votre film, là, on se concentre plutôt sur des enfants qui sont accusés d'être des enfants sorciers. Ça a été aussi encore un choc, même pour moi-même, de constater que ça se faisait encore à cette ampleur, qu'il y avait encore ces cas de femmes, des enfants accusés de sorcellerie qui étaient maltraités. Il y en avait même qui étaient maltraités au point de mourir parce qu'ils étaient privés de nourriture, d'eau et tout ça. Haki ya watoto, mtoto wanamutupa, watoto wanasoma ni walozi, wengine wanabaua. Vrema ile moya mimi natia mkazo. Ule mwenye atakamatika hizi masiku, hata mzazi anatia mtoto mchumba ya maombi ole wake. C'est un sujet qui est fortement tabou au sein de la société congolaise. Aujourd'hui, non, parce qu'il y a eu des lois qui ont été promulguées pour protéger les enfants. Au Congo, c'est interdit aujourd'hui de taxer un enfant des sorciers. C'est même passible d'une peine de prison. Par contre, la loi elle a du mal à se faire appliquer. Le cinéma, ça sert aussi à ça un peu, même pour moi-même, à ouvrir les yeux sur des choses qui nous paraissent banales. Le film, il sera diffusé au Congo ou pas? Il a déjà été diffusé au Congo. Comment est-ce qu'il a été reçu? En tout cas pour les Congolais qui l'avaient vu, l'effet de voir cet autre visage de la police les a un peu bluffés. Parce que d'habitude, on a tendance, en tout cas le préjugé qu'on a sur la police congolaise, c'est la violence. C'est une police répressive et violente. Et là, on n'a pas souvent des images montrant cet aspect de la police qui protège, qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables. Et cela a peut-être séduit un peu le public. Super, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que vous continuerez à faire encore plus de documentaires qui auront encore plus de retombées. Merci beaucoup. Merci à vous. Le cinéma belge a 50 ans et qu'en guise de gâteau d'anniversaire, nous avons décidé de dresser chaque jour le portrait d'un de nos cinéastes, aujourd'hui un nom bien connu. Le focus du jour est dédié à Joachim Lafosse, un réalisateur habitué du FIF. Il faisait d'ailleurs partie du jury long métrage en 2010. En 16 ans de carrière, il a aujourd'hui 11 films à son actif. Ce focus a été réalisé par Annabelle, Pauline, Stacy et Brendan. Le focus! Pleurer, donner un coup, hurler, exploser. Joachim Lafosse, c'est la fragilité, l'intimité qui inonde l'écran. Son cinéma nous plonge au cœur de l'humain. Ses personnages se mettent à nu. Ce qu'il veut, c'est dire ce qui ne se dit pas, montrer ce qui ne se montre pas. La famille comme fil rouge, la famille quand elle est toxique, quand elle est intense, quand elle est une prison. Non, Thomas, ça suffit, tu te calmes. L'interdit le fascine et suscite l'inconfort. Joachim Lafosse interroge constamment la moralité. Jusqu'où est-il possible d'aller? Il questionne les limites de l'émotion et celles de la raison. La tension monte et le malaise s'installe.
J'ai fait quelque chose de très grave. J'ai tué mes enfants. Joachim Lafosse prend son temps. La mise en scène est sobre, le jeu est juste. C'est comme Rambo, quoi. Il commence à bouger. Il ouvre les yeux. Il a du mal partout. Il saigne, il a des blessures. Il commence à se coudre. Il met son bandana. Il prend son revolver. Tchac, tchac. Il met son couteau. Il se lève et dit « Mais non, je veux faire un film quand même !» Ces plans séquences laissent vivre les personnages, tout simplement. Il a le génie de transformer chaque situation singulière en un sentiment universel. Le cinéma de Joachim Lafosse s'adresse à nos limites. Voilà, très beau focus, en tout cas c'est mon avis. Deuxième invité du jour, une réalisatrice française, Joanne Chemla. Bonjour Joanne Chemla, merci d'être sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes à Namur pour défendre votre film « Si tu voyais son cœur ». Et là je me tourne vers François avec un titre pareil. On s'attend évidemment à une histoire d'amour. Et voilà, c'est une histoire d'amour mais un peu différente parce que les deux amants sont dans un univers complètement défavorable à leur amour puisqu'ils se rencontrent dans un hôtel tenu par la mafia. Et donc c'est plutôt un mélodrame romantique. Je veux travailler. Ici, si ça paye pas, ça dégage. Comment tu la trouves, la nouvelle acquisition? Vous vous aimez? Pas encore un grand amour, mais quelque chose qui commence. Je suis responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Tout! On va sortir d'ici. Alors, Joanne Chemla, c'est une adaptation de Boarding Home, un roman de Guillermo Rosales. Alors, pouvez-vous nous expliquer pour votre premier long métrage, parce que c'est votre premier long métrage, pourquoi vous avez choisi ce roman-là en particulier? Alors oui, c'est l'adaptation très libre de ce roman d'un auteur cubain, Guillermo Rosales, qui raconte la trajectoire d'un exilé cubain à Miami. Ce qui m'a séduit immédiatement dans le livre, c'est le ton qui s'avérait en fait tantôt noir, cynique, onirique et teinté d'humour noir aussi. Donc j'ai été séduite par ce maillage de ton que j'ai voulu m'approprier en fait. Voilà. Et recontextualiser. Ok. Mais vous parliez d'humour noir. Et justement, moi, j'ai trouvé ce film très sombre, évidemment. Et au milieu de tout ça, vous nous mettez une histoire d'amour. Mais attention, c'est pas la belle histoire d'amour à l'américaine, loin de là. Alors, c'est une histoire d'amour très, très étrange, très froide. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux un passé trouble et violent, très violent. Et en fait, je me demandais, quel message vous avez voulu faire passer au travers de ces deux amoureux, en fait? C'est quoi leur histoire? Comment on définit leur amour? Parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment étrange. Alors c'est peut-être un des aspects auxquels j'ai été le plus fidèle quand j'ai commencé à travailler sur l'adaptation de ce livre. Il y avait cette histoire d'amour qui arrivait au milieu du roman, ce qui est le cas dans le film, que rien ne prépare, je crois pas qu'on s'y attende quand elle arrive. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était de raconter cette histoire d'amour, en effet peu banale, mais histoire d'amour quand même, d'une façon assez romantique, presque teintée d'une sorte de romantique presque tarte, qui contrebalance avec la noirceur du film. Parce qu'au final, la question, à la fin du film, on se demande, est-ce que l'amour peut sauver de la violence? C'est un peu ça, non? C'est un peu l'enjeu, non? Oui. Ouais. En effet, il y a l'amour et il y a la possibilité de rêver. Et je crois que ces deux options se rejoignent d'ailleurs à la toute fin du film, absolument. Alors, on ne peut évidemment pas parler du film sans parler du casting, parce que ce qui est assez incroyable pour vous, c'est que c'est votre premier long métrage et vous avez réussi à avoir Marine Vact et évidemment Gaël Garcia Bernal. Alors, comment ça se fait que vous les avez eus pour votre premier long métrage?
Alors, Marine, tout d'abord, elle avait tourné dans mon dernier court-métrage Ma cervelle d'or, avant qu'elle qu'elle tourne Jeune et jolie de François Ozon, donc avant qu'elle devienne connue. Donc on avait, nous, commencé à nouer une relation professionnelle et amicale assez forte. Donc elle a été associée au projet dès le départ. Je n'avais pas écrit encore une ligne, je savais qu'elle ferait le film et le premier personnage féminin. Gaëlle, quand j'ai commencé à me dire ce que j'allais faire de ce livre, je me suis dit qu'il fallait un visage solaire, familier, qui capte une certaine empathie pour amener les spectateurs dans un univers qui allait être radical et noir. Et voilà. Donc j'ai écrit le scénario pour Gaëlle. Gaëlle a accepté, c'est une chance. D'accord, merci beaucoup. Je sais que sur ce plateau, il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu voir Gaëlle en plateau avec nous. Hein. Oui, c'est clair. Merci François pour cette interview. Merci Joanne Chemla de votre présence. Merci à vous. Allez, après ce film un peu perturbé, un peu torturé, on peut le dire, on a besoin peut-être d'une bouffée d'air frais et pourquoi pas de rire. Ça tombe bien puisque Nawel Madani est venue à Namur. Nawel Madani, c'est une actrice et humoriste belge qui a le vent en poupe. Avec plus d'1 million de vues sur YouTube, elle fait un tabac en Belgique, mais également en France. Elle était là ici pour présenter son premier film en tant que réalisatrice. Roman et son équipe l'ont suivie pour cette journée marathon. La belle histoire! Il est 11h30. Tout apprêté, Nawel Madani nous a réservé une surprise. J'ai un co-animateur avec toi si tu veux. Ouais. Il va animer le débat. Mais il est bébé alors je le prends partout avec moi là pour le moment. Madani, c'est une armada de personnes. Aujourd'hui, elle rencontrera des jeunes et enchaînera séance photo et interview. Nous lui emboîtons le pas histoire de voir en quoi consiste une journée marathon quand on est Nawel Madani. Bonjour. Bienvenue à Namur, prenez place. Star auprès des jeunes, sa marque de fabrique, c'est surtout son franc-parler. Et quand un jeune lui demande si son film est autobiographique... C'était pas de faire un biopic sur moi, mais plutôt d'une nana qui pouvait me ressembler, qui peut te ressembler à toi aussi, pour dire ouais, mais elle est... Pardon? T'es pas une fille? Mais j'ai jamais dit ça. Bon déjà toi, il faut que tu te coupes les cheveux parce que je crois que tu le vis mal le truc. Je viens de Belgique, mais je suis d'origine maghrébine et je suis comme tous les Arabes. Dès qu'il y a un attentat ou un fait divers, je prie pour pas que ce soit un Arabe. Madani, c'est du Made in Belgium qui cartonne à Paris. Sur le web, ses vidéos comptent plus d'1 million de vues. Alors, Nawel, pour moi, elle fait un peu rêver. Nawel, je la trouve super marrante. Tout simplement parce qu'elle est franche, elle est honnête, et donc ça fait ressortir son côté naturel. Elle est hyper simple, elle est comme dans le film en fait, elle est hyper cash. La journée se poursuit, la course toujours. Son image, elle la contrôle jusqu'au bout des ongles. Nawel Madani, simple, naturel. J'aimais bien justement cette... Horrible, horrible. Regarde, c'est celle-ci la tienne? Non, moi c'est pas encore en ligne. Et vous vous sentez un peu star quand vous faites des marathons comme ça? Je sais pas si se sentir star c'est important. Je me sens à ma place. Mais star, c'est pas du tout le propos et puis c'est pas intéressant de se sentir star. Le but c'est que mon œuvre soit vue. Être une star, c'est pas du tout mon objectif, sinon j'aurais fait une télé-réalité, ma chérie. En tous les cas, elle est cash. La journée continue, les interviews s'enchaînent. Yo, il y a trop de trucs. Et l'inverse? Dans Alibi, j'ai pu donner la réplique à Didier Bourdon. Moi, j'étais fan des Inconnus, je le suis toujours. Là, j'ai eu François Berléand. Dans le 3e, là, j'ai un casting qui est dingue, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. Ce soir, elle présentera son premier film en tant que réalisatrice. Un exercice auquel la belle n'est pas encore habituée, mais qu'elle effectuera non sans une certaine assurance. Je reste là? La photo du jour, eh bien, comme hier, elles sont 3. C'est la preuve que les étudiants en photo de la Elbe bossent bien. Et visiblement, eh bien, certains d'entre eux ont été sensibles au charme de Nawel Madani, ce qui nous vaut ce cliché glamour pris dans les coulisses du chapiteau. Un autre portrait, c'était notre invité d'hier, Thierry Frémaux, le boss du Festival de Cannes, auteur d'un film sur les frères Lumière, d'où cette scène très lumineuse. Enfin, il n'y a pas que les vedettes qui prennent la pose à Namur, la preuve avec ce futur acteur qui semble alors vraiment très ravi d'être là. Bravo en tout cas aux étudiants en photo. J'espère qu'on va pouvoir aussi féliciter dans un instant François Nicolas, puisque c'est lui qui a réalisé le défi du jour et aujourd'hui un hommage à une scène culte du cinéma belge. Oui, une scène du film C'est arrivé près de chez vous qui fête cette année ses 20 ans. Pour l'occasion, François Nicolas et son équipe se la sont joués Benoît Poulvorde. Leur défi, trouver un bar à Namur où il est possible de boire le même cocktail que dans le film. Un cocktail à la recette un peu particulière. Le défi! Qu'est-ce que tu bois? Un petit Grégory. Et toi, à nouveau? Un gin orange. Un gin orange? Non, tu bois un petit Grégory comme tout le monde. Allez,
Les cocktails et le cinéma, c'est deux thèmes qui ont toujours été un peu étroitement liés. Hein. Pensons aux cocktails, par exemple, typiques pour des films tels The White Russian dans The Big Lebowski, ou encore le vodka martini dans James Bond. Et c'est là que le cinéma belge a eu cette idée totalement innovatrice. Hein. C'est de créer son propre cocktail. Une riche idée. C'est une riche idée. Une riche idée. Mais, et d'ailleurs, je parle bien entendu du petit Grégory dans C'est arrivé près de chez vous. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un petit Grégory? Ouais. Une bombe. Une vraie bombe. Ce cocktail qui représente toute la folie typiquement dans cette folie belge. Et d'ailleurs, ce petit Grégory, c'est mon défi du jour. Malou! Tiens, petit Grégory! Un cocktail, ça se trouve où? Ça se trouve dans un bar. Et ça tombe bien, je connais un très bon. Allez, allons-y. Dis grand, viens un peu ici. Oui, j'ai une équipe de TV là, qui veut que je leur fasse le cocktail. C'est arrivé de près de chez vous, là. Petit Grégory, y'a moyen que je passe de l'autre côté, là? Ouais, pousse-toi. Ouais, venez. Bon, tu sais, te reste pas debout, assieds-toi, installe-toi. Allez, c'est moi qui invite. Une larme de gin. Une larme. Une rivière de tonique. Et le petit supplément, composé de la petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons un petit Grégory. Et tu l'immerges. Et tu attends le résultat. Dès que l'olive est remontée... Si tu es le premier, tu as perdu. Tu payes la tournée. C'est pas compliqué. Oh merde. Perdu! Merde. Ah oui, perdu dans le film, mais bravo, c'est réussi pour le défi. Moi, j'aurais bien goûté le cocktail. Peut-être que ça aurait soigné mon mal de gorge. Voilà, c'est la fin de ce 5e Silence on Fif. Demain, ce sera déjà l'avant-dernier, mais on peut revoir bien sûr tous les numéros sur Ovio, ainsi que sur le site internet de la Elbe et de l'IEX. Comme chaque jour, j'adresse un grand merci à nos invités, notamment Johan Chemla qui est resté jusqu'au bout, et dont le film sort le 18 janvier, je crois, en Belgique. Voilà. Bravo aussi à tous les étudiants, bien sûr, qui se démènent sans compter. On se retrouve bien sûr demain, et ce sera sur la 3.